Edzer Villers, 1872-1951. Sa vie, son œuvre. Edzer Villers est né à Jérémie le 7 avril 1872. Il est le 5e d'une famille de 8 enfants. Il est de foi protestante comme les siens et reçoit une éducation chrétienne soignée. Pasteur méthodiste, il laisse le souvenir d'un grand prédicateur. La foi chrétienne, les mystères de l'infini, l'homme pécheur qui ne peut se racheter que par le sacrifice de la souffrance seront les thèmes dominants de son œuvre. Il débute ses études primaires dans une petite école de quartier tenue par son père et un moine défroqué, Léon Ponce. Le père est bon et sévère à la fois. Il lui inculque le devoir de la correction, le souci du travail bien fait, la recherche et l'amour de la perfection. Toutes ces qualités l'accompagneront dans la vie et seront l'estampille de toute son œuvre poétique. Ses parents ne sont pas aisés. Dans ses notes autobiographiques, il confesse sans complexe ni fausse honte. Mes parents n'ayant guère de ressources à cette époque, j'allais faire dehors leur commission. Le samedi, je balayais et lavais la salle d'école. Je rapportais de chez la repasseuse le linge de la maison. J'achetais quelquefois aussi nos provisions au marché. À 14 ans, il bénéficie d'une bourse d'études à Port-au-Prince, au petit séminaire au collège Saint-Martial. Il y entre en 4e secondaire. 2 ans plus tard, il revient à Jérémie où il continue à se cultiver. Comme la plupart des intellectuels haïtiens de l'époque, il est un autodidacte appliqué et exemplaire. Il fait ses débuts comme instituteur à un collège de jeunes filles. Parallèlement, il étudie le droit et rime avec passion. En 1904, il est nommé commissaire du gouvernement près le tribunal civil de Jérémie et en 1905, directeur du lycée national de la ville. En 1898, il est déjà connu et apprécié dans le monde littéraire haïtien. Il collabore aux revues et journaux de l'époque, s'éditant à la capitale. En 1901, Georges Sylvain, en tournée de conférences à Jérémie, découvre ses aptitudes et capacités. Enthousiasmé, il l'encourage à publier son premier recueil de vers, 2 longs textes. Pages d'amour et les 10 hommes noirs. Le recueil est salué par la critique comme une éclatante réussite. Surtout le 2e texte, considéré alors comme le cri de conscience d'une génération. Ce succès incite le poète à publier en 1903 Le Flibustier. En 1907, Année tendre et Poème de la mort. L'audience et le prestige grandissant de Villers franchissent nos frontières. En 1912, les nouveaux poèmes patronnés par Georges Barral, écrivain français, sont couronnés par l'Académie française. Il voyage en France pour recevoir le prix. En 1914, 1916, 1919, ses œuvres complètes sont publiées en 3 tomes par une maison d'édition parisienne, toujours par les soins de Georges Barral. 1915, c'est l'occupation américaine. Comme les patriotes de l'époque, il proteste, se jette dans l'opposition, fait de la prison et à sa libération devient le défenseur attitré de tous ceux qui, dans la Grand'Anse, avaient des démêlés avec les troupes yankees. En 1930, il est élu député de sa ville natale. À la Chambre basse, il s'oppose au point de vue du président Vincent, devenu plus collabo
que nationaliste. Il est chassé de la Chambre en 1932 avec d'autres patriotes, dont son contemporain et ami, le sénateur Jean Price Mars. Il est nommé juge puis vice-président du tribunal de cassation sous Lescaut. Il est relevé de ses fonctions en 1946. Il rentre dans la vie privée. Il meurt le 22 mars 1951 à l'âge de 79 ans. L'homme et son milieu social. Edzard-Villers a vécu toute son existence avec le comportement d'un homme frustré. Il était de santé délicate. Il n'a pas fait, selon ses rêves, des études complètes dans les grands centres d'outre-mer, comme certains de ses contemporains et amis. Il n'avait pas un physique sympathique et ne jouissait pas d'une bonne presse dans le monde féminin de sa génération. Il a vécu dans un milieu social corrompu, analphabète, divisé par des luttes pour la mainmise sur le pouvoir politique, économique et social. Un milieu sans foi ni loi, dirigé par des ombrageux qui étaient souvent des incapables. Frustré de son droit à la santé, à la culture, à l'amour, à la liberté, il a préféré les miroitements de l'idéal inaccessible aux mesquineries quotidiennes, aux bassesses morales. Il a vécu en mystique, hanté par la certitude d'une vie parfaite dans l'au-delà. Pendant le dernier quart du 19e siècle haïtien, la guerre civile fait rage. Tout général de province, sans éducation et sans vision, est un chef d'État en puissance. Antoine Simon, Nord Alexis, Davilmar Théodore, etc. La nation vit dans l'agitation et l'angoisse. Aucune garantie des biens et des personnes. Le mépris complet de la Constitution et des lois les plus élémentaires. Le pays subit une crise qui menace les fondements mêmes de la société. On s'enrichit goulûment au détriment des caisses de l'État. Un faune politique vil et corrompu s'attache à la traîne de tous les régimes. Les intellectuels souhaitent de vive voix et dans leurs écrits, au profit du plus grand nombre, le partage équilibré du pouvoir et des richesses nationales avec l'instauration d'une vraie démocratie. « 1898 et le mouvement littéraire de la Ronde. En 1890, Justin Lérisson crée La Jeune Haïti, une revue d'avant-garde qui reconnaissait le travail accompli par les aînés, les frères No et Ardouin, Madiou, Durand, Kouakou, Firmin, Janvier, mais jugeait dépasser leur esthétique et leur conception de la littérature. Puis suivirent les revues La Ronde 1898 qui donna son nom au mouvement. Haïti littéraire et social, Haïti littéraire et scientifique, L'Essor, etc. Les protagonistes de ce mouvement de renaissance s'appellent Georges Sylvain, Justin Lérisson, Dantès Bellegarde, Edzard-Villers, Pétion Jérôme, Frédéric Marcelin, Justin Desvaux, etc. Ils s'entendaient pour le changement, mais n'avaient pas la même sensibilité et la même conception de l'œuvre d'art. Quelques-uns nient l'existence d'une littérature haïtienne originale. Ils privilégient la forme et prônent la liberté d'inspiration comme source d'autonomie. D'autres, au contraire, pensent que la littérature haïtienne est une branche détachée du vieux tronc gaulois qui, en ces saisons, produit des variétés de fleurs et de fruits tropicaux.
Il rêve d'une élite haïtienne dans l'histoire littéraire de la France, ce qui suppose une parfaite identité du génie haïtien et du génie français. Certains revalorisent et actualisent le manifeste de 1936 et le courant de l'école patriotique. Ils sont pour une littérature réaliste, reflet de nos vices, préjugés et vertus. Enfin, des sociologues du groupe considèrent que nous sommes des évadés qui n'avons pas les pieds sur terre et qu'il faut travailler à réformer notre mentalité pour mieux cerner notre identité de peuple. Eux tous plaident néanmoins pour un cachet original et une forme soignée. On en était là quand, au cours de l'année 1901, les premières grandes œuvres du mouvement sont publiées, comme pour illustrer les théories littéraires déjà diffusées dans les revues et journaux. Citons Confidence et mélancolie et Cric-Crac de Georges Sylvain, l'œuvre morale de Georges Sylvain, Page d'amour et les 10 hommes noirs d'Edzer-Villers, le travail intellectuel et la mémoire sociale de Justin Devaux, l'état mental de la société haïtienne de Justin Devaux, l'évolution et poèmes mélancoliques d'Edmond Laforest, Thémistocle et Paminondas Labastère de Frédéric Marcelin, les constitutions haïtiennes et leurs metteurs en œuvre de Armand Tauby, Jacques Bonhomme d'Haïti de Armand Tauby, L'effort de Joseph Jérémy, etc. C'est donc dans cette atmosphère socio-politique et littéraire agitée, surchauffée et prometteuse que de Jérémy, devenu depuis la ville des poètes, est né les 10 hommes noirs de Villers. Résumé de l'œuvre. Le poème raconte l'histoire de 10 jeunes Haïtiens qui en ont assez de l'état du pays et de la vie. Ce sont des amis qui se sont rencontrés dans l'armée où ils faisaient leur service militaire. Ils prennent rendez-vous pour se faire des confidences sur le sort qui est le leur. Au jour fixé, ces 10 jeunes, vêtus de noir, montés sur 10 chevaux blancs, se rencontrent aux 12 coups de minuit au fond d'une forêt, dans un vieux manoir délabré. Ils ont mis en commun leurs derniers sous, se sont fait apprêter un dîner copieux. Ils congédient le domestique, s'attablent, mangent. Puis, sur l'avis de l'un d'eux, ils disent à tour de rôle l'enfer ou le destin les isole. Ils venaient cette nuit sur leur sombre existence, prononcer en secret la suprême sentence. Et à travers leur discours défile sous nos yeux tout le tragique de leur existence qui se trouve être celui du pays haïtien. Il suffit de lire les comptes rendus publiés dans les revues de l'époque pour comprendre combien ce récit macabre a trouvé écho chez les jeunes du début du XXe siècle. Lisez. Touché par les conditions d'existence de toute une génération, Villers avait entrepris d'exprimer la douloureuse histoire de ses rêves brisés. Aussi, le poème connut un succès immense à l'époque de sa publication. Des années plus tard, Seymour Pradel du mouvement de la Ronde dira « Lorsque parurent les 10 hommes noirs, ce furent pour nous une révélation. C'était le souffle de la grande poésie qui passait sur nos fronts et les courbait. C'étaient nos pensées embellies et magnifiées qui vivaient devant nous. C'étaient nos rêves, nos espoirs, nos doutes, nos dégoûts. C'étaient nos cœurs, c'était notre jeunesse qui chantait. » Ce poème est le procès-verbal de l'âme d'une génération, dressé
par un poète et un observateur. Il renferme une analyse aiguë et juste de la crise qui, en 1900, faillit emporter toutes nos énergies. Il représente peut-être l'œuvre la plus caractéristique. Et enfin, Charles Moravia, dans le dernier tercet d'un sonnet dédié à Villers, lui confiera « Le mal dont nous souffrons a passé dans tes vers. Nous l'avons reconnu, hélas, en tes 10 hommes, la jeunesse pensive et triste que nous sommes. » Faiblesse de l'œuvre et la part des critiques. Villers n'a pas inventé la roue. La tragédie qu'il poétise est un fait parcourant, il est vrai, à travers les siècles. L'histoire du christianisme et autres croyances religieuses en fourmille. Elle se produit dans les prétendues guerres de civilisation ou de conquête jusque de nos jours, quand pris de désespoir, des familles et des groupements humains entiers organisent le suicide collectif pour ne pas tomber vivant aux mains de l'ennemi. L'histoire de notre guerre d'indépendance et celle de notre vie de peuple ne nous en font pas grâce. L'histoire de Dessalines à la crête à Pierrot, ordonnant à ses soldats de défendre le fort du bec et des ongles. Sinon, je vous ferai tous sauter si les Français pénètrent dans ce fort. La tragédie de Miragoâne sous Salomon, celle de Amiral Kilik dans la rade des Gonaïves et j'en passe. Les 10 hommes noirs que nous admirons ou plaignons sont des assassins, des meurtriers, sauf le premier qui a été exécuté par le second. Il n'y a pas eu suicide ce soir-là dans le vieux manoir. Devant cette tragédie, il faut évoquer un carnage sauvage, programmé, une tuerie volontaire entre amis cyniques et désespérés. Au contraire, pour épargner Franck du suicide, Villers l'a fait sombrer dans la folie et l'a livré à l'errance au fond de la forêt. La fin du poème émeut, mais elle est loin d'être une leçon de bravoure et de moralité. C'est un acte de démission auquel, dans leur enthousiasme ou leur indignation, les lecteurs et critiques de l'époque n'ont pas prêté attention. Ne faut-il pas aller chercher une explication de cette mise en scène macabre dans le vécu psychologique de l'auteur, fantaisie d'artiste, cynisme ou exorcisme? Car du côté de la grandance à Jérémie, on se connaît à propos des actes de suicide. Le plus connu et le plus spectaculaire après la publication des 10 hommes noirs est celui du cousin et ami de Villers, le poète Edmond Laforest. Pour protester contre l'occupation américaine de 1915, il s'est noué avec une corde un gros dictionnaire au cou, puis se jeta dans un puits profond pour l'irréversible traversée. Roger Gaillard, dans son étude « Edzer Villers, témoin de nos malheurs », a cité nommément des familles de Jérémiens où évoluaient des hommes et des femmes déplaisants, bizarres, excentriques dans leur comportement. Edzer n'y a pas échappé. Le professeur Vénère Giraud, dans une étude sur la vie et l'œuvre de Villers, nous le présente comme un imprévisible, un homme à 2 visages, qui n'était pas de commerce facile, qui se brouillait souvent avec ses meilleurs amis pour des peccadilles. Interrogeant ses antécédents familiaux, Giraud suggère une explication psychanalytique et congénitale. Un petit nombre de familles jérémiennes issues de la bourgeoisie mulâtre s'étaient converties au protestantisme de foi méthodiste. Elles vivaient en cercle fermé pour ne pas se laisser absorber par les catholiques romains en plus grand nombre dans la cité et qui juraient d'imposer leur doctrine millénaire, la seule, la vraie,
ces familles méthodistes se mariaient entre eux. On sait que ces mariages ou unions libres consanguins ont des retombées regrettables sur les progénitures qui naissent avec des malformations ou deviennent avec les ans des déséquilibres mentaux souvent irrécupérables. Pour ce qui concerne la valeur esthétique de l'œuvre, on a priorisé des passages bien tournés, des descriptions remarquables et des images vivantes, réalistes, sans se pencher sur les faiblesses. Ce long discours de 795 vers est souvent maladroit. Sa langue manque de vérité. Elle est trop générale, trop floue et pas assez concrète. Elle manque de pittoresque et de couleur. Ainsi, sa lecture donne-t-elle parfois une impression de monotonie. Ces remarques sont à retenir, mais n'enlèvent rien à la valeur intrinsèque de l'œuvre qui en son temps a fait naître bien des vocations poétiques. Conclusion. Si les 10 hommes noirs de Villers est pour les uns un acte de démission en face des vicissitudes de l'existence, il est pour d'autres un poème national immortel, écrit par un chrétien qui se cherche. Je n'ai pas dit Villers écrit pour les amateurs exotisme, mais pour ceux que tourmente le drame de la vie, les problèmes de la destinée de l'âme. Les contemporains de Villers ont reconnu sa grande valeur. Avec humilité, il a assisté au triomphe de son œuvre, couronné par l'Académie française et récompensé par les chambres législatives haïtiennes. Son rêve d'être lu et apprécié chez lui et en Europe s'est concrétisé de son vivant. Mais à partir de 1927 et pour près de 40 ans, une propagande bien orchestrée, appuyée sur les théories littéraires de l'école indigéniste, vendit l'image d'un Edzer Villers déraciné, dont l'œuvre est sans attache avec le monde haïtien. Mais depuis les années 1970, on assiste à un véritable engouement pour sa pensée et son œuvre. Le nationalisme chauvin a fait place à plus de tolérance. La littérature n'a plus de frontières. Son cadre embrasse l'homme universel et l'œuvre d'Edzer Villers s'impose en Haïti de nos jours comme l'ancêtre de cette littérature destinée au village global qu'est devenu notre monde. La meilleure conclusion à propos de Villers, de ses 10 hommes noirs et de son héritage, nous rempointons à Marceau Le Corps, qui dans la dernière étape, opuscule publié au lendemain de la mort d'Oswald Durand, fait remarquer que ce Vigny haïtien n'est pas très connu de la foule, et cela se comprend bien. Les sentiments et les passions que son œuvre fixe ne sont pas les sentiments de la foule. La philosophie de ses vers ne sont pas à la portée du peuple. C'est un aristocrate de pensée, un prince du cerveau que le vulgaire ne comprendra peut-être jamais. Il n'aura point la grande renommée d'Oswald Durand, mais les lettrés le jugeront presque aussi grand. Pétionville, octobre 2011, Dieudonné Fortin.